Je m'appelle Catherine Ellis, j'ai 36 ans et je possède une petite boutique d'antiquités dans le quartier historique de Savannah, en Géorgie. Aux yeux des autres, je mène une vie simple. Je porte de vieux pulls, je conduis une Subaru, qui a plus de 10 ans, et je passe mes journées à dépoussiérer des objets que la plupart des gens qualifieraient de déchets. Mais aux yeux de ma famille, je suis la déception incarnée, une femme célibataire sans enfant, sans vraie carrière, et certainement sans diplôme prestigieux à exhiber chaque Thanksgiving. Mon père, M. Harold, était autrefois directeur de succursale dans une banque locale, fier de croire que le score de crédit compte autant que le caractère. Ma mère, Madame Nancy, était une ancienne principale de lycée public convaincue que chaque enfant pouvait réussir, à condition de choisir la bonne école, la bonne filière, et d'épouser le bon homme. Leur enfant chéri, ma sœur Lorraine, en était l'exemple parfait. Elle a été diplômée avec mention à Stanford, est devenue avocate pour une grande entreprise pharmaceutique à Chicago, a épousé un chirurgien orthopédiste, et a eu 2 enfants dans une école privée qui ont commencé le golf à 7 ans. Leurs cartes de Noël ressemblaient à des couvertures de magazines, pulls assortis, dents éclatantes et tout le reste. Et moi, j'ai choisi d'étudier l'histoire de l'art à l'Université d'État de Géorgie. Pendant que Lorraine foulait les salles d'audience, je passais des heures en bibliothèque à lire de vieux manuscrits et à admirer du mobilier du XVIIIe siècle. L'art est beau, disait ma mère, mais ça ne paie pas le loyer. Je me souviens encore de la légère tremblote de sa main quand elle refermait ma demande d'inscription à l'université, déçue. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé 3 ans comme assistante dans une maison de vente aux enchères, apprenant discrètement à distinguer le vrai noyer du plaquage, à lire les signes du vieillissement artificiel et à identifier l'époque d'une lampe, art déco ou milieu du siècle. Je me rappelle être rentrée chez moi excitée après avoir repéré une pièce mal évaluée, sous-estimée de près de 3000 $. Mon père avait simplement murmuré « ça ressemble à un pari ». À 28 ans, j'ai vidé mes économies, emprunté une petite somme à une amie, et loué une minuscule boutique en briques rouges nichée sous les vieux chênes de Whitaker Street. J'ai nommé la boutique Ellison & Dara, exposant chaque chaise Queen Anne comme un sanctuaire du temps. Lui-même. Le jour de l'ouverture, ma mère est venue avec un bouquet en plastique, à regarder autour d'elle et à chuchoter à sa meilleure amie, espérons qu'elle s'en remettra avant ses 30 ans. À partir de là, je suis devenue le personnage secondaire de chaque réunion de famille. Chaque fête était une pièce de théâtre avec Lorraine dans le rôle principal, l'avocate brillante, la mère dévouée, l'épouse idéale. Pendant ce temps, on me demandait, la boutique est-elle toujours ouverte? Ou as-tu pensé à faire du remplacement en enseignement? Une fois, j'ai entendu mon père dire à mon oncle, au moins, elle ne demande pas d'argent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque objet que je vendais réveillait un souvenir. Un service à thé en argent anglais, d'une valeur de plus de 2000 $, m'avait tenu éveillé toute la nuit, terrifiée à l'idée d'en sous-estimer la valeur. Une boîte à musique du 19e siècle que j'ai discrètement remise à une cliente l'a fait pleurer quand elle a joué la mélodie que sa mère fredonnait en 1945. Ils ne voyaient que la poussière. Ils ne voyaient jamais l'histoire. Mais le plus douloureux n'était pas leur mépris. C'était ce sentiment constant de ne jamais être suffisante. Peu importe mes efforts, je restais Catherine, la fille ratée, célibataire de Lévis. Ligue, sans trophée encadré pour que ma mère puisse s'en vanter au groupe de prière du mardi matin. Et j'ai accepté ce rôle secondaire, au moins, de là, on me laissait en paix. Je n'ai jamais dit à personne, pas même à ma meilleure amie, que l'un des tout premiers objets que j'ai vendus chez Ellison & Dara m'a ouvert en secret. Un tout nouveau monde. C'était une pendule française du 19e siècle enterrée au fond d'un hangar poussiéreux à la périphérie de Savannah. Le propriétaire voulait simplement débarrasser ses encombrants, et je l'ai acheté pour $30. Avec un regard sceptique, après une semaine à nettoyer méticuleusement le moule, à huiler le mécanisme et à rechercher les inscriptions gravées dessous, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une édition limitée par elle, le roi End. C'est, faite sur mesure pour un général français sous le règne de Napoléon III. 3 mois plus tard, cette pendule s'est vendue aux enchères à New York pour 48 000 $. Je n'ai pas dépensé un seul centime. J'ai ouvert un compte d'investissement privé et utilisé l'entité commerciale pour séparer mes biens personnels de ceux de l'entreprise. Dès cet instant, j'ai compris que ma passion n'était pas qu'une affaire d'émotion. C'était un outil précis pour générer de la valeur. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille. Ce dont j'avais besoin, c'était de temps, de patience, et de la capacité à voir ce que les autres négligeant. J'ai commencé à me lever tôt les week-ends pour assister à des liquidations d'État, surtout dans des maisons historiques. Le long de la côte sud-est. J'ai découvert que de nombreuses familles aisées de Charleston, Beaufort ou Saint-Augustine n'avaient personne de suffisamment compétent pour évaluer correctement de vieux souvenirs lors de réduction de patrimoine.
Armé d'un carnet de notes et d'un scanner de code d'artefacts, je me suis formé à distinguer le mobilier collé de l'artisanat colonial authentique. Les gravures originales de l'époque fédérale contre les reproductions bon marché des années 1970. Je consultais des cartes, montais à la main sur des cartes. L'une de mes trouvailles les plus mémorables eut lieu à Jacksonville. Un couple âgé vendait la bibliothèque privée de leur défunt père. C'était un professeur d'université à la retraite. Parmi des milliers de livres, j'ai trouvé une rare estampe sur bois, une édition originale de 1837, annotée par un historien britannique ayant écrit sur la guerre de 1812. J'ai payé $125 pour la boîte entière. 6 mois plus tard, après vérification de la signature et du contexte historique, l'estampe s'est vendue à un musée pour $210 000. Des succès comme celui-là ne se produisent pas tous les jours, mais même quelques pièces par an, combinées à des transactions plus petites et régulières, suffisaient à faire croître lentement mon portefeuille d'investissement. Je ne gardais rien à mon nom réel. J'ai créé une SARL appelée Shamleya Holdings, engagé un conseiller financier privé à Atlanta, et peu à peu j'ai acheté le bâtiment où se trouvait ma boutique. Pas seulement la boutique, mais les 3 appartements au-dessus, un bureau à côté, et même le parking à l'arrière. Tout était au nom de la SARL. Personne dans ma famille ne le savait. Ils croyaient toujours que je peinais à joindre les 2 bouts, que je maintenais la boutique pour le plaisir. Et je les laissais croire cela. Je vivais simplement, non par nécessité, mais par choix. La plupart de mes vêtements étaient des pièces vintage soigneusement sélectionnées. Certaines achetées $20 dans des brocantes, mais faites en tissu jacquard français d'un siècle d'âge. Ma voiture était une vieille Subaru, mais choyée et pleine de souvenirs. Je ne buvais pas de vin à plusieurs centaines de dollars, mais je possédais un service en cristal baccarat de première génération acheté à bas prix dans un magasin de prêt sur gage qui ne savait pas ce qu'il vendait. Chaque année, je voyageais une fois en Europe, généralement à l'automne, officiellement pour des achats, mais en vérité c'était pour passer quelques semaines parmi les musées de Florence ou de Vienne, lire de vieux livres dans les boutiques cachées de Bruges, et marcher sous la pluie parisienne juste pour voir les réverbères scintiller sur les pavés. Je n'avais rien à prouver à personne. Je suis arrivé chez ma mère vers midi, le jour de Thanksgiving, portant une tarte à la citrouille faite maison et un service de vieux verres en cristal que je venais de polir. Chaque année, j'apportais à Lorraine un petit cadeau à valeur historique. Et chaque année, elle le mettait de côté sans un regard, puis se lançait dans des histoires sur son dernier contrat, son nouveau projet, ou les prochaines vacances familiales à Hilton Head ou Aspen. La maison de ma mère à Athènes, en Géorgie, n'avait pas changé. Un jardin soigneusement taillé. Un intérieur décoré comme dans un magazine Southern Living. L'odeur du beurre et de la cannelle flottait depuis la cuisine. Lorraine était arrivée tôt. Son SUV noir brillant occupait toute l'allée pavée. Je me suis garé un peu plus bas, là où les feuilles n'avaient pas encore été ramassées. Eh bien, regarde qui voilà. Lorraine a souri en coin quand je suis entrée. Heureusement que tu n'as pas gardé la boutique ouverte aujourd'hui, hein, Catherine. J'ai souri sans rien dire. J'avais laissé la nouvelle assistante en charge, mais Lorraine ne comprenait pas le concept de délégation. Pour elle, si tu ne travailles pas 8 heures par jour, tu ne travailles pas vraiment. Nous avons aidé maman à dresser la table. Elle m'a tendu un sac de pommes de terre crues. Peux-tu les éplucher, chérie? Ta sœur s'occupe de dresser les plats. Je me suis assise à la table de la cuisine, accomplissant tranquillement ma tâche, comme chaque année. Mon père est entré, un bourbon à la main, a salué Lorraine d'un large sourire, puis m'a adressé un signe de tête sans vraiment me regarder. Comment va la boutique, Catherine? Toujours ouverte. Comme d'habitude, papa. J'ai répondu calmement. Il y a eu quelques pièces intéressantes le mois dernier. Il a répondu distraitement, déjà capté par Lorraine, qui racontait une histoire à propos d'un procès médical à plusieurs millions de dollars. J'ai entendu des mots comme rupture de contrat, responsabilité de l'entreprise, réunion du conseil d'administration. Maman versait la sauce, hochant la tête fièrement. Vers 15 heures, nous nous sommes tous rassemblés autour de la table. Le lustre diffusait une lumière dorée et chaleureuse, et l'odeur de la dinde rôtie, de la sauce aux canneberges et du pain emplissait la pièce. Tout semblait se dérouler comme chaque année, jusqu'à ce que Lorraine dise « Où est mon téléphone ?» Il a dû s'éteindre. J'ai levé les yeux. Mon téléphone était sur le comptoir de la cuisine où je l'avais posé en rinçant des fruits. Avant que je puisse réagir, Lorraine l'a attrapé, a fait glisser l'écran et a parcouru mes notifications. Quelques secondes plus tard, son visage est devenu pâle. Sa voix a tranché l'atmosphère chaleureuse. « C'est quoi ça, Catherine ?» Un silence s'est installé. Elle brandissait mon téléphone au milieu de la table. L'écran était encore allumé. Une notification de Martin, mon conseiller financier, était visible. « Félicitations, votre valeur nette vient d'atteindre 15,2 millions de dollars.
Rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de l'investissement à Charleston. Mon père a posé son bourbon avec un bruit si fort que le liquide a débordé de son verre. La mâchoire de ma mère est tombée. Lorraine me regardait comme si elle avait découvert un crime fédéral, serrant mon téléphone comme une preuve. Tu plaisantes, là, grogna-t-elle. Quinn's Millions? Toi? Ta petite boutique d'antiquités a rapporté tout ça? Je me suis levée et ai tendu la main. Rends-moi mon téléphone, Lorraine. Elle a reculé, les yeux pleins de suspicion et de colère. Non, tu dois expliquer. D'où vient cet argent? Tu es impliqué dans quelque chose d'illégal. Des affaires non déclarées. De l'argent sale. Parce que si c'est le cas, tu entraînes toute la famille là-dedans. Rien d'illégal, ai-je répondu calmement. Plus que ce que j'espérais. Cet argent est à moi. Chaque centime vient du travail que tu appelles toujours jouer avec de vieilles cochonneries. Mon père a coupé la parole d'une voix tremblante. C'est vrai, Catherine? Tu as vraiment 15 millions? J'ai hoché la tête. Toute la pièce s'est figée. Un instant, nous échangions nos vœux pour Thanksgiving. L'instant d'après, j'avais l'impression d'être jugée dans une salle d'audience familiale. Lorraine s'est exclamée comme si elle avait attrapé une traîtresse. Toutes ces années, tu as laissé tout le monde penser que tu étais fauchée. Tu as fait s'inquiéter maman pour ta retraite. Tu as poussé papa à te demander constamment si tu avais besoin d'un poste d'enseignante. Pendant ce temps, tu as gardé une fortune comme une reine silencieuse, sans rien dire. Ma mère a murmuré pour elle-même, hébétée. Elle va à l'épicerie en vieux pull, donne des livres d'occasion aux enfants, utilise un téléphone fissuré, et c'est une millionnaire. J'ai repris mon téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Personne ne demandait jamais rien. Personne n'écoutait vraiment quand je parlais de mon travail. Je ne le cachais pas. Vous ne vous intéressiez tout simplement qu'à Lorraine. Lorraine a laissé échapper un rire glacial, tranchant comme l'acier. Eh bien, super. Mais maintenant tu sais qu'on aura beaucoup à se dire après ce repas. En regardant autour de la table, des yeux fatigués de mon père au froncement de sourcils de ma mère, j'ai su que le dîner ne faisait que commencer. Nous avons mangé en silence. La dinde est devenue froide dans les assiettes. La sauce a épaissi en une pâte brune terne. Personne n'a touché les patates douces rôties dont ma mère était toujours fière, suivant la recette familiale. Chaque conversation à table avait été avalée par cette somme de 15,2 millions qui venait de surgir dans une notification anodine. Personne n'a dit « félicitations ». Personne n'a reconnu les années de travail solitaire que j'avais accumulées en silence. Il n'y avait que le silence stupéfait et des intrigues qui commençaient à se dessiner. Bien sûr, Lorraine a été la première à parler. Tu sais, a-t-elle commencé en posant ses couverts, la voix douce comme la brume mais tranchante comme un scalpel. Sophia a la chance d'étudier le violon dans une académie de musique en France. C'est un concours très compétitif, Catherine. Mais les frais de scolarité et le coût de la vie sont presque impossibles à assumer. Si tu aidais, elle pourrait réaliser son rêve. J'ai levé les yeux et croisé son regard. Tu me demandes de l'argent? Ce n'est pas une demande, a répondu Lorraine, sans cligner des yeux point nous sommes une famille. Tu l'as, et j'en ai besoin. Appelle ça un partage raisonnable. Mon père acquiesça comme si cela allait de soi. Ma mère but une gorgée d'eau. Puis ajouta, tu vis seule. Pas d'enfant, pas de frais d'éducation ou de garde. Aider n'est pas un fardeau, n'est-ce pas, chérie? Avant que je puisse répondre, Jeff, le mari de Lorraine, prit la parole. Il intervenait rarement lors des discussions familiales, mais pas aujourd'hui. La vérité, dit-il en croisant les jambes, c'est que tu laisses ton argent dormir sur un compte alors que ta sœur peine à payer les frais de scolarité, l'hypothèque et les dépenses quotidiennes. Catherine, tu portes des vêtements d'occasion, conduis une vieille voiture, vis dans un petit appartement. As-tu vraiment besoin de tout cet argent? J. pose I'm offer shed. Tu veux dire que parce que je vis simplement, je ne mérite pas de garder ce que j'ai gagné? Jeff haussa les épaules. Je dis juste que si tu ne vas pas l'utiliser, quelqu'un d'autre devrait. Et le travail que j'ai fourni? Demandai-je, la voix calme. Toutes ces années de recherche, d'apprentissage, d'investissement, de risque. Quand tout le monde se moquait de ces vieilles antiquités poussiéreuses, je travaillais en silence. Et maintenant, parce qu'un chiffre est apparu, tout le monde se croit en droit d'en réclamer une part. Lorraine baissa le ton, cherchant à culpabiliser. Tu sais combien on s'est fait du souci pour toi? Combien de nuits maman n'a pas dormi, se demandant si sa fille cadette pourrait payer une assurance santé. Tu nous dois au moins un peu de transparence. Je laissai échapper un rire discret. C'est fort. Pendant toutes ces années, personne ne s'est vraiment intéressé à mon travail. Maman et papa ne sont venus à la boutique qu'au jour de l'ouverture. Chaque fois que je mentionnais une nouvelle antiquité, vous balayez ça d'un revers de main. Et maintenant, soudainement, je vous dois quelque chose. Ma mère intervint, la voix plus ferme. Nous ne te mettons pas la pression, chérie. Nous suggérons simplement que tu utilises ta bonne fortune pour aider ceux qui te sont proches.
Je regardais autour de la table. Tout le monde me regardait comme si j'étais un porte-monnaie qui battait. Un minute, deux. Puis Lorraine reprit la parole, douce mais calculée. Je ne demande que pour Sophia. Peut-être une petite bourse. Tu pourrais même y apposer ton nom. Un petit geste pourrait changer toute sa vie. Et après, demandai-je. Ce sera Max. Puis ton hypothèque. Puis le toit de maman et papa. Que deviens-je? Une banque? Un distributeur automatique avec ton ADN partagé? Jeff soupira, montrant pour la première fois son impatience. Catherine, any dramatise pas. Tu n'as pas besoin de tout donner. Juste peut-être 3 millions. Il te resterait encore 12 millions pour en profiter. Je me tournai vers mon père, resté silencieux tout le long. Qu'en penses-tu, papa? Il ne me regarda pas. Ta mère a raison. Nous ne te forçons pas. Mais n'oublie pas que nous avons tous envisagé de t'aider quand tu galérais. Maintenant, c'est à ton tour de rendre l'appareil. Je hochai lentement la tête, une sensation froide et creuse montant dans ma poitrine. Je m'attendais à de la surprise. Je n'espérais pas des applaudissements, mais au moins une reconnaissance de mon travail. À la place, il me regardait comme un simple chiffre dans un tableau Excel. Personne ne demandait ce que j'avais appris. Personne ne demandait ce que je voulais. Il calculait, divisait, et appelait cela de l'amour. Je regardais l'horloge. Il était presque 16 heures. Je repoussai ma chaise. Catherine, appeal à ma mère. Ne pars pas en plein dîner. Je me retournai, la voix basse mais claire comme du cristal. Je ne pars pas. Je reprends les limites que cette famille vient de tenter de franchir. Et je sortis, sans manteau, laissant le vent frais caresser ma nuque. Pour la première fois de ma vie, je me sentais parfaitement claire. Je restai sur le porche, les doigts agrippés à la rampe en bois. Le froid de novembre s'infiltrait à travers les trous de mes gants, mais ma tête brûlait de feu. À l'intérieur, le bruit des cuillères qui tintaient contre les assiettes et les murmures qui montaient me rappelaient plus une assemblée d'actionnaires qu'un dîner de famille. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. 10 minutes. Plus tard, je rentrai dans la salle à manger. Avant que tout le monde continue à se partager mon compte en banque, dis-je calmement et lentement, je dois clarifier une chose. Tous les trois se tournèrent vers moi comme si j'étais une élève insolente défiant la principale. En plein discours. Mon argent ne vient pas de la chance. Personne dans cette pièce ne m'a aidé quand je commençais. Personne n'est venu vérifier quand je chargeais l'inventaire à 6 heures du matin. Je ne rentrais pas avant 12 heures, entouré de poussière et de l'odeur du bois pourri. Alors pourquoi quelqu'un ici pense-t-il avoir son mot à dire sur la façon dont je dépense cet argent? Lorraine se renversa dans sa chaise, les bras croisés. Je ne dis pas que tu n'as pas travaillé dur, Catherine, mais si tu aimes cette famille, si tu l'aimes vraiment, alors partager ne devrait pas être un fardeau. J'ai esquissé un sourire plat. Je n'ai pas un manque d'amour. Je manque de respect mutuel. Mon père repose à Sunburban. Ta mère s'est inquiétée pour toi pendant des années. Nous ne savions pas que tu économisais autant en secret parce qu'aucun d'entre vous ne voulait savoir, répondis-je. Chaque fois que je parlais de mon travail, quelqu'un changeait de sujet ou lançait un « tiens bon encore un ». Peu. Personne n'a jamais vraiment cru que je pourrais réussir. Jeff, qui sortait maintenant son téléphone, peut-être pour prendre des notes ou faire des calculs, me regarda d'un ton calme et tranchant. Le problème n'est pas que tu as de l'argent, Catherine. C'est que tu l'as caché. Ça ressemble à une trahison. J'ai hoché la tête. Si quelqu'un dans cette maison sait ce qu'est la trahison, c'est bien moi. Lorraine frappa du poing sur la table. Ça suffit. Tu ne peux pas rester là à faire la morale en refusant d'aider ta propre nièce. Je ne flanchai pas. Aider, c'est quand on demande avec respect. Là, c'est une exigence, un chantage émotionnel emballé dans un sentiment de droit. Ma mère, les yeux maintenant embués de larmes, murmura, « Tu détruis cette famille pour de l'argent. Tu vis seule, pas de mari, pas d'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent toute ta vie ?» Cette question me transperça. Comme la glace. « Je vais vivre comme je l'entends, » répondis-je, la voix ferme. « Et si ça t'embarrasse, j'assumerai ce fardeau. » Lauren S. leva en Racklin S. chez sur le sol. Si tu sors d'ici aujourd'hui sans accepter d'aider, Catherine, ne t'attends pas à ce que les choses restent comme avant. Ne t'attends pas à recevoir d'invitation d'anniversaire. Ne t'attends pas à être à la remise des diplômes de ma fille. Je la regardai. Tu utilises tes enfants pour négocier avec moi. Ce n'est pas une négociation. Ce sont des conséquences. Je marchai vers la porte, attrapai mon manteau sur le porte-manteau. Mes mains tremblaient de froid et de rage, mais ma voix ne vacilla pas. Je ne dis pas non parce que je suis égoïste. Je dis non parce que j'ai appris la leçon la plus chère de ma vie. Ne jamais donner sa valeur à des gens qui ne la voient que lorsqu'elle se transforme en argent. Mon père m'appela. Tu vas le regretter. Tôt ou tard, la solitude te rattrapera. Je tournai la tête. J'ai encore une famille, juste pas ici. Et j'ai claqué la porte.
Je quittais la maison de ma mère au crépuscule, mon manteau léger incapable de me protéger du froid matinal du sud. Mes mains étaient gelées, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement lucide. Plus de chaises qu'on gratte, de chuchotements étouffés, ou de regards calculateurs de ma sœur et de son mari. Plus de paroles vagues enveloppées de faux-semblants. Juste le son de mes pas sur les pavés. Régulier, lourd, puis doucement. Plus léger, comme si chaque pierre se soulevait de mes épaules. De retour chez Ellison Ndera, je n'allumai pas tout de suite la lumière. Je montai à l'étage, dans mon petit appartement au-dessus de la boutique, et m'assis près de la fenêtre. De là, je pouvais voir Whitaker Street s'illuminer. Un jazz doux s'échappait du café du coin. Tout semblait pareil, mais j'avais changé. Je consultai mon téléphone. Un texto de maman. Tu nous as fait du mal, mais je t'aime toujours. Lorraine ne dit rien. Je n'attendais rien. Je mis mon téléphone en silencieux, pas pour fuir, mais pour me rappeler que les voix qui comptent ne viennent pas sous forme de culpabilité ou de sarcasme. Le lendemain matin, j'ouvris la boutique plutôt que d'habitude, pas pour vendre quoi que ce soit, mais pour nettoyer, pour effacer toute trace de ce qui s'était passé la veille. Être traité comme un investissement familial me donnait envie de remettre de l'ordre, à la fois dans la boutique et dans mon cœur. Jasmine, l'étudiante que j'avais embauchée il y a 3 mois, arriva à 8 heures, tenant un cappuccino. Et l'air inquiet. « Ça va ? Je t'ai envoyé un message hier, mais tu n'as pas répondu. » Je souris en prenant le café chaud. « Mieux que tu ne le penses. Et merci pour ta patience. » Embaucher Jasmine a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises cette année. 23 ans. Passionnée par les textiles anciens, obsédée par les détails de la broderie victorienne, et bénie de ce qui m'avait manqué jadis. Un mentorat. Maintenant, c'est moi la mentor. Dans les semaines qui suivirent, je me consacrai entièrement à la boutique. J'ai commencé une série de billets sur mon blog détaillant l'évolution du mobilier en bois américain du 18e au début du 20e siècle. Le trafic sur le site a explosé. Quelques collectionneurs expérimentés ont commencé à m'envoyer des notes de remerciement. L'un d'eux a même demandé à devenir mon apprenti. J'organisais une conférence accompagnée d'un thé. Le premier samedi du mois, invitant des clients fidèles, des voisins âgés et quelques étudiants universitaires. Nous étions assis parmi les pièces d'antiquité, sirotant du thé à la menthe, écoutant des histoires sur un miroir en chêne ayant appartenu à une peintre inconnue de l'époque de la guerre de Sécession, ou un ensemble de verres en cristal oublié dans la cale d'un cargo à Charleston. Personne lors de ces rencontres ne demandait combien d'argent j'avais en banque. On me posait plutôt des questions comme « Cette boîte appartenait-elle autrefois à quelqu'un de notable ?» ou « Comment distinguer la couture main authentique du travail à la machine du XXe siècle ?» Ils s'intéressaient à l'histoire, pas au profit. Un après-midi, alors que j'emballais une pièce en céramique destinée à la Californie, j'ai reçu un courriel d'un petit musée de Nashville. Ils souhaitaient collaborer sur un cours sur les techniques de fabrication de mobilier colonial. Mon nom leur avait été recommandé par un professeur d'université que j'avais aidé à authentifier un service de salle à manger du XIXe siècle. Ce fut le moment où j'ai compris que je n'étais plus l'ombre de la famille de Lorraine. J'étais une personne à part entière, avec une voix, un impact et une communauté. Une nuit de décembre, j'ai fermé la boutique et traversé la rue jusqu'à la boulangerie où Madame Marie, la propriétaire de 68 ans, m'attendait comme à son habitude. Nous nous sommes assises à la table près de la fenêtre, partageant une tarte aux pommes chaudes et un thé à la cannelle. Elle a été la première à m'engager pour expertiser des antiquités lors d'un événement local, et la première à me dire « Tu as l'œil pour remarquer ce que les autres ne voient pas. Ne laisse personne te faire fermer les yeux. » Je lui ai brièvement raconté ce qui s'était passé à Thanksgiving. Elle n'a pas demandé de détails, elle a juste dit « Le sang ne fait pas toujours la famille. Parfois, la famille, c'est ce qu'on choisit. » Je suis rentrée tard ce soir-là. Le vent sifflait à travers les vieilles fenêtres. Mais je n'avais pas froid. J'ai ouvert mon journal et écrit une seule ligne. Personne ne peut te couper de ce que tu as construit de tes propres mains. J'ai besoin d'eux. J'ai moi. Et ceux qui me voient vraiment. Janvier est arrivé avec un froid dans l'air. Et des changements calmes mais résolus. J'ai affiché l'annonce de mon premier cours à la vitrine d'Ellison Ndera, cours d'expertise et de conservation d'antiquités, début le 14 janvier. Maximum 8 élèves. En seulement 3 jours, la classe était complète. Parmi les inscrits, une dame de 72 ans passionnée de porcelaine française, un professeur d'histoire retraité, 2 amis d'université spécialisés en design d'intérieur, et même un chef renommé de Charleston voulant ouvrir un restaurant à thème du XIXe siècle. Ils venaient de tout l'État, apportant avec eux une curiosité et un respect qui me touchaient profondément. Lors des premières séances, nous nous rassemblions autour d'une table en noyer finement sculptée que j'avais récemment achetée. Dans une église abandonnée. Je ne donnais pas de cours magistraux comme un professeur.
Je racontais des histoires sur des gravures cachées sous des chaises Windsor, l'odeur du vernis des années 1920, et une table autrefois considérée comme de la camelote qui s'est révélée être une pièce rare post-coloniale. En voyant leurs regards attentifs s'illuminer à chaque objet, j'ai compris que je ne me contentais pas d'enseigner. Je transmettais une étincelle. Jasmine, la jeune assistante que j'avais engagée, gérait désormais toute la boutique. Pendant que j'enseignais, elle s'occupait de la comptabilité, des présentations, et avait même commencé à apprendre à dater les tissus historiques. Un vendredi après-midi, juste après avoir terminé une session sur l'acajou brésilien, Jasmine me tendit une enveloppe verte attachée d'un ruban. « Ouvre-la », dit-elle, les yeux brillants. À l'intérieur se trouvait une proposition dessinée à la main pour étendre l'espace à l'arrière de la boutique. Un atelier de conservation et un espace d'apprentissage dédié. On pourrait faire des sessions pratiques, ajouta-t-elle. Et si tu es d'accord, je voudrais en faire un petit centre de formation pour les jeunes passionnés du domaine. Je suis restée silencieuse quelques instants, étudiant les croquis et notes soignées, puis j'ai levé les yeux et souri. Jasmine, tu rêves grand parce que j'ai appris de quelqu'un qui ose rêver grand, répondit-elle. Ce soir-là, j'ai appelé Martin, mon conseiller financier. Après une brève conversation, nous avons convenu d'allouer 250 000 $ de mon portefeuille d'investissement pour créer le Shamleya Fund, une bourse annuelle destinée à soutenir des étudiants et des apprenants indépendants passionnés par la conservation du patrimoine, le design d'intérieur d'antiquité ou l'histoire appliquée de l'art. La seule condition, un projet concret. En mars, nous avons reçu 43 candidatures venant de 11 États différents. La première bénéficiaire fut Lena Martinez, 27 ans, qui avait abandonné ses études faute de moyens pour poursuivre une formation traditionnelle en conservation du travail du bois. Elle avait joint des photos des pièces qu'elle avait restaurées. Selon des techniques historiques, accompagnées d'une note manuscrite, je ne veux pas tirer profit du neuf. Je veux préserver l'ancien pour que les générations futures comprennent comment vivaient leurs ancêtres. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer la nouvelle, Lena a éclaté en sanglots. Tu n'imagines pas, tu viens de m'empêcher de retourner travailler dans un dépanneur. Cette phrase m'a hanté plusieurs jours. Je n'avais sauvé personne. Je faisais simplement ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi, croire en ma passion quand je n'avais rien d'autre. Fin avril, l'arrière-boutique avait été transformée en un espace multifonctionnel. Nous l'avons appelé la salle des archives, un lieu pour des ateliers, des conférences invitées et des expositions étudiantes temporaires. Certains jours, les gens attendaient dehors, la salle étant pleine à craquer. Un soir, alors que je réapprovisionnais les étagères, une visiteuse est entrée. Amanda, ma cousine, qui avait boycotté toutes les réunions de famille pendant des années. Elle vivait désormais à Asheville où elle enseignait l'écologie et la restauration de charpentes en bois dans un collège local. J'ai entendu parler de ton cours via un forum, dit-elle en souriant. Je ne savais pas que c'était toi. Je voulais juste dire que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai invitée à entrer, préparer du thé à la menthe, et après avoir évoqué notre enfance, nous avons discuté d'une collaboration pour un cours combinant conservation des matériaux et écologie des Appalaches. Je pensais que mon monde se limitait à 4 murs et aux antiquités. Mais une fois que j'ai cessé d'attendre la reconnaissance de ma famille, je me suis retrouvée à connecter avec des gens qui comprenaient vraiment la valeur de ce que je faisais. Pas de certificat, pas de dîner avec vin frais et compliments creux. J'avais la communauté que j'avais choisie, la carrière que j'avais construite, et une voix qui ne tremblait plus sous le jugement. Pour la première fois de ma vie, je sentais que je vivais comme il fallait. Non pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que j'avais trouvé ma vraie place. Thanksgiving est arrivé tard cette année, pas à cause du temps. L'automne et Savannah peignaient encore les érables en or, chaud et sec, mais parce que je ne comptais plus les jours. Plus d'anticipation anxieuse. Plus besoin de me préparer à novembre. Plus besoin de répéter comment sourire sous le lustre de maman, en faisant semblant d'appartenir à des conversations qui n'étaient jamais les miennes. Cette année, pour la première fois en plus de 15 ans, c'est moi qui faisais les invitations. Une semaine avant la fête, j'ai appelé chez moi. Mon père a décroché. Je pensais que si vous vouliez, vous pourriez venir à Savannah cette année. Je préparais le dîner chez moi. Juste nous 3. Il y eut un petit silence à l'autre bout du fil. Puis mon père dit simplement, « Ta mère aimerait ça. » Pas d'excuses, pas de tremblement émotionnel, mais pas non plus de reproches. C'était suffisant. À midi le jour de Thanksgiving, je les ai accueillis à la boutique. Ma mère portait un manteau en cachemire vert olive, les cheveux relevés, les lèvres peintes d'un rose doux. Mon père avait des lunettes de soleil et une casquette de baseball. Debout sur les marches, sous le soleil doré, il semblait sortir d'une vieille photo d'enfance craquelée. « Ta boutique est tellement différente, » dit ma mère en entrant. « Elle est plus belle que ce que nous avions imaginé. » Je me contentais de sourire. « Tu ne l'as jamais vue l'après-midi. »
La lumière de l'ouest fait ressortir la profondeur du bois. Mon père fit le tour, les doigts effleurant le bord d'une table en acajou. Elle a quel âge, celle-ci? Vers 1815, répondis-je. Acajou cubain, assemblage à Tenon et Mortez. Appartenait à une famille de négociants de Savannah. Il hocha la tête. Pas un mot. Mais quelque chose dans ses yeux s'était adouci. Je les conduisis à l'étage jusqu'à mon appartement. La cuisine avait été refaite. Des armoires en chêne, des suspensions vintage point sur la table se trouvaient. Un poulet rôti au romarin, de la purée de pommes de terre, une sauce au canneberge maison, et une tarte aux noix de pécan que j'avais préparée ce matin-là. Rien d'extravagant, mais chaque plat était fait avec soin. Pas pour eux, mais parce que je le voulais. Nous avons mangé dans une atmosphère calme, sans tension. Mon père a demandé des nouvelles des cours. Ma mère a partagé quelques potins. Sur les voisins. Personne n'a mentionné Lorraine. Personne n'a évoqué les 15 millions ni les obligations familiales. Quand le dîner fut terminé, je servis du thé et tendis un petit paquet blanc soigneusement emballé. Un cadeau, maman, dis-je en le poussant doucement vers elle. À l'intérieur, une broche en argent représentant un camélia datant de la fin du XIXe siècle. Je l'avais achetée à une vente aux enchères locales, attirée par son emblème, la même fleur que celle du fonds de bourse que je viens de lancer. Elle murmura, la main légèrement tremblante, « Tu sais, j'ai toujours aimé le camélia. Depuis que je suis petite. » Je hochai la tête. « Tu en épinglais un frais sur ta blouse lors des réunions parents-professeurs. Tu t'en souviens encore? » Je me souviens de tout. Un silence tomba un instant dans la pièce. Puis mon père redressa le dos, posa sa tasse et dit lentement, « Nous avions tort de penser que tu devais suivre le chemin de Lorraine pour réussir. Je pensais juste que c'était plus sûr ainsi. » « Je comprends, dis-je, la voix calme mais ferme. Et j'ai besoin que vous compreniez aussi ceci, je n'ai pas besoin d'éloges. Je veux juste être reconnue comme suffisante. » Ma mère ne dit rien. Elle acquiesça si faiblement que j'ai failli ne pas le voir. Après les avoir raccompagnés vers 19h, je restai sur le porche à regarder leur berline argentée. Tournée au coin de la rue. Pas de larmes, pas de vieille douleur, juste une vérité. Je n'avais plus besoin d'eux pour devenir les parents que j'avais autrefois espérés. Mais j'avais choisi de parler, de ne plus rester silencieuse. J'avais posé mes limites, empêchant la compassion de devenir une négociation. Cette nuit-là, je suis retournée à la boutique, assise parmi les pièces du passé, dans une pièce où le temps n'était pas jeté, mais préservé avec soin. J'ai ouvert mon carnet et écrit la dernière ligne de la journée. Pour la première fois, Thanksgiving n'était pas un test. C'était simplement un dîner entre 3 personnes où je n'avais plus à demander la permission d'être moi-même. Peut-être que ma famille ne me comprendra jamais vraiment, mais désormais, ils n'ont plus le pouvoir de me définir. L'histoire de Catherine nous rappelle que la vraie valeur ne vient ni des louanges familiales ni de l'approbation sociale, mais du courage de vivre avec un but et de protéger nos limites personnelles. Dans un monde qui mesure souvent le succès par les diplômes ou les titres, elle a choisi un chemin plus calme, plus stable, et a construit une vie pleine de sens de ses propres mains. Parfois, il faut s'éloigner des attentes imposées pour trouver le véritable respect, à commencer par le respect de soi. Que pensez-vous de la décision de Catherine? Auriez-vous fait la même chose à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies puissantes sur la famille, le courage et la guérison.